tout donné. Nous sommes une méga nation, mais les gestionnaires de la République et les prétendants gestionnaires de la République n'ont pas encore pris conscience de ce que représentent les responsabilités. C'est comme ça que nous allons de trahison à trahison et nous allons de la déception à déception, de l'irrégularité à irrégularité, au point véritablement de faire souffrir notre peuple qui a toujours été humble, amoureux de la classe politique de notre pays. Notre peuple a toujours fait pour cette classe politique. Combien de fois vous n'avez pas vu les hommes politiques descendre dans les coins et recoins de la République, accueillis comme de petits dieux? Et de leur côté, ils croient que le terrain est fertile, même les graines pourries peuvent bien germer. C'est un peuple résigné, c'est un peuple naïf, et que ce peuple n'a de comptes, ils n'ont pas de comptes à rendre à notre peuple, si ce n'est que notre peuple qui a des comptes à rendre. Et donc, ils s'enrichissent de plus en plus au moment où notre peuple s'appauvrit davantage. Et donc, le politique a trahi parce qu'en fait, sa mission, c'est de transformer la République. Sa mission, c'est d'améliorer les conditions de vie de la population. Sa performance et sa capacité de desservir des services de qualité à notre peuple. Malheureusement, ses performances aujourd'hui, c'est comment il devient de plus en plus riche avec la richesse de la République. Et comment il peut se meubler, n'est-ce pas, des maîtresses, construire des maisons, s'amuser avec sa progéniture, etc. Au détriment de tout un peuple. Aujourd'hui, il faut voir, l'électricité est toujours un problème pendant 50 ans. L'eau est toujours un problème malgré la modernité. Des besoins élémentaires. Des questions plus élémentaires. Le transport, il faut voir comment les gens sont attensés comme des sardines. Rien n'a changé. Les routes, il faut aller à l'intérieur. Même à Kinshasa. Regardez les communes. Si ce n'est les communes, ne serait-ce que le bâtiment communaux, en dehors de ce qui a été fait par la coopération technique belge ou quelque chose avec la coopération française, etc., vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Et alors, et le rôle de nos politiciens. Voilà. Parce que le vent de la démocratisation de l'Afrique avait soufflé. Je prends les années 90. On commençait en République démocratique du Congo à tergiverser. Le combat avait commencé. Finalement, c'est la conférence nationale. Après la conférence nationale, des petits gouvernements commençaient à se structurer. Allez, c'est la Foudel qui coupe l'élan, entre par une rébellion, il prend le pouvoir. Quelques temps après, le malheur est arrive aussi au président. Il est parti, son fils prend le pouvoir. On est à Sun City, nous couchons la Constitution. 5 ans de pouvoir, il renouvelle pour la deuxième fois. Mais à la fin de cette deuxième fois, les problèmes se posent aujourd'hui quant à la respectabilité de la Constitution dans certaines dispositions. Et le débat commence aujourd'hui. Est-ce qu'il faut rester avec la même Constitution? Est-ce qu'il faut changer la Constitution? Le débat est là. Comment dépasser telle date parce qu'on n'a pas élection? Le débat est là. Est-ce qu'il faut avoir le dialogue? Le débat est là. Pourquoi ce comportement? Alors que le pacte est là, vous aviez cité la population, c'est cette population qui a bien voulu que si vous voulez me gérer, voilà mon plan pour me gérer, et il a confié ce plan aux acteurs politiques. Mais pourquoi aujourd'hui les mêmes acteurs politiques ne savent pas respecter le pacte social? Vous savez, Pascal, il y a un problème. Je vous ai toujours dit que l'Afrique est unique mais variée. Lorsque vous regardez la photographie de l'Afrique, vous avez 5 pôles de développement. Vous avez le pôle Nord, dont la locomotive c'est l'Égypte, un pays trop puissant, un pays modernisé, qui a plus de 280 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Aujourd'hui, l'Égypte est parmi les pays les plus riches, les top 10 de l'Afrique. Et vous avez en Afrique de l'Ouest, vous avez les Nigériens comme la grande locomotive, avec 520 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, le premier milliardaire d'Afrique, est un Nigérien. Et lorsqu'on regarde les pays à côté, etc., on sent qu'il y a une mouvance, une certaine progression.
Et lorsque vous êtes en Afrique australe, vous avez l'Afrique du Sud qui est retenue comme l'un des pays les plus riches, le pays émergent de l'Afrique, avec plus de 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et lorsque vous regardez en Afrique de l'Est, vous avez l'Éthiopie, qui était considérée autrefois comme le pays le plus pauvre, le pays affamé, qui devrait aujourd'hui à plus de 287 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Il n'est pas dans la vague de pays, de nouveaux pays émergents. Et lorsque vous revenez en Afrique centrale, vous avez le Congo, de par sa méga-nation, de par ses potentialités, qui du reste ne sont pas des richesses, ça c'est évident, mais de par ses potentialités, là, le Congo apparaît comme la locomotive en Afrique centrale. Malheureusement, le Congo n'a que 40 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Regardez les écarts avec d'autres locomotives. Et c'est comme ça que vous avez en Afrique centrale une sorte d'homogénéité